Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, money. Must be funny in the richest girl. Uh-huh. Oh, the richest girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Ils avaient le droit de faire ça? Pourquoi? Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonjour Michel, ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va bien. Bonjour à tous, bonsoir. Merci beaucoup de nous suivre. On a été invité par Samuel et Emmanuel à venir discuter tranquillement autour de l'imaginaire, peut-être, ou au contraire d'un certain réalisme. On va voir ce que ça peut recouvrir autour de la question, dans le monde qui vient, quel type d'échange? Finalement, c'est dans la suite de tous ces débats autour de la monnaie, des systèmes monétaires pris entre biens communs et systèmes d'asservissement, et les deux à la fois, au fond. Tous ces systèmes techniques où, pour le coup, moi, j'avais figure d'être le béotien, quoi, c'est-à-dire celui qui regarde depuis l'extérieur. Et toi, Michel, comment t'as vécu ces premiers débats? Bon, j'ai bien aimé. J'étais un peu étonné parce que je connais rien à l'économie, pour tout dire. Je connais rien à l'argent. Je sais même pas gérer le mien. Donc, je peux difficilement penser gérer l'économie ou l'échange en général, quoi. Voilà, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que j'ai appris des choses et à mon âge, c'est toujours intéressant d'apprendre. Voilà. Ouais. Moi, j'étais à chaque fois ramené finalement à l'idée d'un système technique au service ou bien asservissant l'humain. Est-ce que l'humain sert l'argent ou l'argent sert l'humain? Est-ce que le travail sert l'humain ou est-ce que l'humain sert le travail? Et finalement, au-delà de ces modalités d'application directe, quel type de métal, quel type de bytes ou d'octets à l'intérieur d'un ordinateur? Il me semblait qu'il y avait une question d'intention derrière le système technique, du créateur du système technique et ensuite de ceux qui l'administrent. Et que finalement, on pouvait aboutir à une dystopie ou à une utopie, en fait, et que l'argent, effectivement, a l'air d'être un des gros outils de la dystopie totalitaire, mais il peut être aussi un instrument de la libération potentiellement. Est-ce que tu as une idée sur cette question-là, sur le... D'abord, avant de te répondre par rapport aux deux mots tout à l'heure que tu as employés en disant l'imaginaire et le réel, je ne savais pas ce que tu privilégiais, plutôt le réel, j'ai l'impression. Moi, c'est pas mon genre, hein. Moi, je dois avouer que je considère que c'est si on prend au sérieux l'imaginaire qu'on pourra comprendre le réel. Voilà. Et que d'une certaine manière, on a oublié tous ces mythes, ces imaginaires, et que on est resté non pas dans le réel, mais dans la réalité. Un principe de réalité est économique. Moi, le réel introduit de l'irréel. Voilà, juste là-dessus. Par rapport à ta remarque, ou je pose question comme ça, puisqu'on discute, oui, moi, je pense que l'argent n'a pas forcément toujours existé et il n'est pas certain qu'il va toujours exister. D'ailleurs, c'était un peu cela qui était en jeu la dernière fois. Et c'est cela dont il convient de parler actuellement, quoi. Juste, je fais une nuance par rapport au titre. Moi, j'ai dit que j'étais d'accord. En fait, je ne suis pas d'accord. Le monde qui vient, je crois que c'est le monde qui est déjà là. Voilà. Et donc, mais bien évidemment, un monde qui est déjà là, non pas pour ce que j'appelle la société officielle, celle des élites, mais pour la société officieuse, celle de la vie de tous les jours. Voilà. Et c'est là où je dirais quelques petites choses si on arrive à discuter là-dessus. Parce que dans le propos que tu tiens souvent, il y a cette idée d'une disjonction progressive consommée entre cette élite instituée et cette base instituante, finalement, cette puissance et ce pouvoir d'un côté, le pouvoir institué et la puissance instituante du peuple qui est finalement celle qui forge la réalité, quoi. On a cherché à inverser les rôles, on a cherché à faire que ceux qui étaient institués
impose un certain principe de réalité, alors même que c'est l'inverse en fait. C'est ça ton propos souvent? Ah oui, tout. Moi, je t'ai dit, on a une idée dans sa vie, c'est mon idée, celle-ci. On n'en a pas 50. Mon idée, c'est que dans le meilleur, il y a pouvoir, puissance, institué, instituant, peu importe les termes, élite, peuple, enfin, on pourrait trouver des quantités de déclinaisons. Parfois, ou même assez longuement, ce rapport entre le pouvoir et la puissance fonctionne. C'est ça la démocratie. Hein, quand dans le fond, le pouvoir représente véritablement la puissance populaire, la vie quotidienne. Il est d'autres moments, de mon point de vue, nous sommes dans un de ces moments où il y a un décalage formidable entre les institutions, on ne va pas dire l'institué, les institutions, et puis la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Voilà. Donc on est dans un de ces moments, et à mon avis d'ailleurs, cela va amener des soulèvements multiformes à venir et très rapidement. Oui, parce que cette tension, cette disjonction progressive en fait entre la vie de tous les jours, comme tu l'appelles, et puis ce qui se passe dans les sphères éthérées, elle est particulièrement flagrante dans la question monétaire. Où finalement ce qui se passe au sein du monde de la finance, dans le trading à la nanoseconde, est très très loin de l'achat chez la boulangère d'une baguette. Et il y a une vraie tension dans la vie quotidienne qui apparaît, c'est que finalement pour aller au besoin fondamental de se loger par exemple, on doit en passer par un tiers, par le système bancaire et par un crédit sur sa vie d'une trentaine ou d'une cinquantaine d'années, devoir rembourser un usurier toute la vie, quoi. Il y a un moment, effectivement, il peut y avoir une rébellion parce que il n'y a pas de raison que ça dure trop très longtemps, quoi. Ben, disons que si on accepte cette espèce de déphasage entre ce que j'appelle l'officiel et l'officieux, soyons clairs, ce qui continue à prédominer, ce qui est là de l'ordre du pouvoir, c'est l'économicisme, ce que tu viens de dire. C'est effectivement, disons-le au travers d'un terme auquel on ne prête pas en général attention, un matérialisme. C'est la société de consommation. Moi, mon regretté ami Jean Baudrillard avait écrit de ce point de vue 2 livres majeurs, hein, La société de consommation et le système des objets. Le système des objets, c'est ma réponse à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans le fond, on est possédé par ce que l'on croit posséder, les objets. Hein, un truc objectal qui fait de nous des objets à côté des autres objets. Voilà, ça c'est ce qui est officiel. C'est ce qui prédomine. Moi, je suis attentif, si tu veux, au fait qu'actuellement, dans ce monde qui vient, qui est un monde déjà là, c'est frappant que ressurgissent des nouvelles formes de solidarité, de générosité, d'entraide, le qualitatif de l'existence. Et ça, moi, je le vois dans mon petit village tous les jours. J'entends parler des gens qui vont se dire, j'écoutais encore il y a quelques jours une dame qui n'avait plus de boulot et la voisine qui est pas riche du tout, mais du tout, lui disant, ben, tu viendras manger chez nous. Tu vois, des trucs, ça c'est de la banalité, très simple cette banalité. C'est la vie de tous les jours. Oui, c'était une partie de ton travail d'être sur la vie de tous les jours, justement, d'être proche du réel. Parce que finalement, on a bâti progressivement une science ou une façon de comprendre le monde autour d'une algorithmique, autour d'une mesure, d'une quantification permanente, l'utilisation de nombres, de modèles mathématiques, qui, soi-disant, permettraient de mieux comprendre le réel, mais qui finalement l'uniformise, lui donne une certaine ne repère que ce qui est conforme. La norme elle-même, finalement, exclut tout ce qui ne serait pas dans la norme. Cette norme du quantifiable dans les échanges, effectivement, a exclu tout le domaine du don. À tel point que même les féministes sont arrivées à une aporie qui était de considérer qu'il fallait quantifier le travail des femmes, le travail invisible de maman, le travail invisible de parents d'élèves, et lui donner une valeur, lui donner... Donc, on était arrivé à cette chose-là, de dire, mais finalement, on va utiliser les mêmes outils pour quantifier quelque chose qui est justement du domaine non marchand et d'un autre type d'échange. Effectivement, moi aussi, je suis frappé de voir au cours de cette crise la quantité de dons qui existent. Tout le collectif dont je fais partie ne fonctionne que dans le bénévolat, en fait. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a même pas d'existence légale, si tu veux.
très souvent, on veut nous mettre dans une case, on devrait être une association, on devrait être une entreprise. Non, non, en fait, non. Juste un regroupement d'humains qui pourtant fait quelque chose de bien réel, en fait. C'est pas du tout irréel. Si je puis, tu sais que j'aime les étymologies, la sémantique, hein, il faut trouver les mots qui soient en pertinence avec notre temps, hein, et qu'il y a actuellement une fraude aux mots, on emploie des termes qui ne signifient plus grand-chose. Bon, moi, c'est un terme qui, depuis le début de ma carrière, m'a frappé, c'est la banalité. Hein. Dans le milieu situationniste dans lequel je frayais quand j'étais tout petit, quand j'avais ton âge, on parlait des banalités de base. Et je me suis souvenu que la banalité, c'était dans les villages médiévaux, le four banal, c'était le jour où le four était rétrocédé au Seigneur, à la communauté. Donc c'était la fête du pain commun, si je puis dire. Voilà. Donc moi, je suis en effet attentif au quotidien, banal, etc. Or, la banalité actuellement, elle est en train de ruser avec justement les systèmes algorithmiques. C'est-à-dire que c'est par le biais des réseaux sociaux, par le biais des forums, des blogs de discussion que se crée ce que je viens d'appeler ces nouvelles formes de générosité, d'entraide, etc. Ça, c'est un vrai paradoxe. Ça va contre la doxa. C'est-à-dire qu'il y a en effet des logarithmes, il y a en effet quelque chose qui fait que tout est apparemment quantifiable. Et puis, il y a toujours, moi, ça c'était une de mes idées essentielles au début de ma carrière, une ruse. Hein, la duplicité de la vie quotidienne qui fait que je fais comme si je suis soumis et de fait, j'arrive à me réapproprier ma vie. Et voilà, c'est là-dessus qu'il faut discuter. Moi, je crois qu'il y a actuellement une réappropriation. Ce que tu viens de dire sur InfoCovid en est un bon exemple, mais on pourrait le trouver pour des quantités d'autres exemples, si tu veux, où on ruse par rapport au système, par rapport à l'institué. Oui. Tout à fait, ouais. Et ce paradoxe que tu soulignes, pour moi, il est presque douloureux à admettre. Parce que pendant très longtemps, je suis resté dans l'idée d'une sobriété heureuse, d'une décroissance volontaire, de quelque chose où il s'agirait d'une sorte d'ascétisme de la matérialité pour réussir à se défaire de l'emprise de la matérialité. Et donc, j'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelle les Colibris. J'ai écouté longuement Pierre Rabhi et d'autres. Moi-même, j'essaie de vivre de peu, on va dire, et en fait, et de me contenter de peu surtout. Et finalement, pour moi, l'outil numérique, il n'était pas question d'en faire un pharmacone. C'est-à-dire, il était de toute manière une part du diable, on va dire, une proposition du diable. Et donc, il y a quelque chose qui est difficile pour moi à admettre dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que tout le mouvement de résistance au totalitarisme qui est, effectivement, utilise les réseaux numériques. Et je ne sais pas, est-ce que c'est un moment temporaire pour amener à autre chose et à vraiment un réinvestissement local, tribal, dont tu as déjà parlé, mais dont tu pourrais reparler, et sans cette technologie-là, ou en tout cas en arrivant à la subvertir, à la rendre conviviale, à la faire sortir de sa licence propriétaire, on va dire. Et j'avais eu cette envie-là au début de l'Internet, si tu veux, et je me suis rendu compte que non, que l'Internet avait été l'outil de puissance d'argent. Il y a eu ensuite des mouvements comme Dégooglisons Internet avec Framasoft et des gens comme ça qui ont dénoncé le fait que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'était ça leur slogan. C'était assez drôle. Et donc je suis vraiment dans un partagé là-dessus. Comment le dire d'un point de vue historique? Par exemple, quand il y a eu l'imprimerie, c'était justement quelque chose qui était une manière de lutter contre les moines qui, d'une certaine manière, avaient le monopole de l'écrit. Et d'une certaine manière, c'était une technique qui a amené une forme de libération. Et personnellement, et là-dessus, peut-être nous serons en désaccord. Ce serait peut-être heureux d'avoir un désaccord, une disputation dans le vrai sens du terme. Moi, j'insiste sur cette idée de ruse et de duplicité. Hegel, si je puis me permettre d'être un peu comme ça philosophe, montre qu'il y a une ruse de la raison. C'est-à-dire que la raison aboutit à autre chose que ce pourquoi on l'avait programmé. Et moi, je considère qu'Internet, par exemple, eh bien, il peut y avoir une ruse. Encore une fois, moi, je me souviens, il y a plusieurs décennies, quand j'étais jeune, le 3615 était un truc technique.
de l'armée. C'est devenu ULA, c'est-à-dire le 3615 érotique, c'est-à-dire les trucs, non, les trucs d'échangisme, de machin, de choses, etc. Voilà. Actuellement, c'est un peu, de mon point de vue, c'est la même chose. C'est vrai qu'il y a ce côté qui apparemment est aliénant dans le sens marxisant du terme, au travers de la technique. Et en même temps, il y a une réappropriation de cette technique. Un de mes livres, si je puis me permettre de faire encore la pub pour moi, s'appelle La part du diable. Et en effet, je considère qu'il faut donner au diable sa part. Et là, en la matière, savoir user, mésuser, ruser avec cette technique qui est à bien des égards aliénante. Or, il se trouve que ce sont les réseaux sociaux actuellement qui développent quelque chose d'alternatif. Je maintiens générosité, partage, un commerce, puisque j'aime beaucoup ce mot, un commerce d'une manière beaucoup plus large que le commerce purement économiciste auquel nous sommes habitués. Donc, ruser. Oui, cette notion de ruse, je trouve, est assez plaisante à plusieurs titres. Et si je te fais part de cette controverse à l'intérieur de moi-même autour de la question technique, et notamment du numérique, c'est que j'ai vu les deux mouvements. J'ai vu le mouvement de vraiment l'algorithmisation de la médecine, de la science, de tout ce qui touchait justement à la souffrance et à ce qu'il y avait de plus humain en nous normalement, jusqu'au grand virage numérique, ça s'appelle, de la santé, où les patients sont plus des patients, sont des utilisateurs du système de santé. Enfin, toute une espèce de rhétorique tordue qui a cours actuellement dans les hautes autorités de santé, les agences régionales de santé, qui est vraiment proprement époustouflante, et où à la fin, les gens qui conduisent ce changement, parce qu'ils conduisent le changement, hein, ils accélèrent dans le virage et ils conduisent le changement, c'est ça les mots qu'ils utilisent, sont en fait les cabinets d'audit américains des grandes entreprises comme McKinsey, ou des choses comme ça. Donc par exemple, les gens qui ont piloté le changement dans mon hôpital il y a un an ou deux, à grand renfort de millions fournis par l'État, hein, était le cabinet McKinsey. C'était eux qui étaient en charge de faire advenir un système, tu vois, où tu peux pas penser qu'il va être plus humain d'une manière ou d'une autre. Donc il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, effectivement, je vois que dans notre collectif, par exemple, la personne qui est le plus sur le réseau, qui veille à tout ce qui se passe, qui fait partie de la veille, justement, une espèce de veille bienveillante pour protéger les gens, en fait, vit vraiment dans un éco-hameau au fin fond d'un trou perdu où il met bas lui-même ses chèvres, etc. Donc, il y a cette coexistence paradoxale de quelqu'un qui est enraciné dans la terre et qui est capable effectivement de ruser dans le système Internet. Et ce que tu dis sur la part du diable, je vous ai tendu la perche exprès, entre guillemets, hein, parce que on a des ponts du diable pas très loin de chez nous, en fait, voilà. Et à chaque fois, l'histoire du pont du diable, c'est la même chose. C'est le diable vient offrir ses services gratuitement, d'ailleurs, il demande rien en échange, presque rien, tout petit quelque chose, quoi. Bon, votre âme. Et évidemment, on lui répond oui, parce qu'on sait pas ce que c'est. Donc on lui dit bon, pas de problème. Et au fur et à mesure, on réalise qu'il va nous prendre notre âme. Et puis on finit par faire passer, et il dit, je prendrai l'âme du premier qui passe sur le pont. Et on finit toujours dans ces légendes par faire passer une chèvre ou un bouc émissaire, quoi. Donc on ruse avec le diable. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce pont du diable, j'y étais encore tout à l'heure cet après-midi. Il est très beau de surcroît. Je suis en train de relire un livre de Thomas Mann qui s'appelle Le Docteur Faustus et qui décrit exactement ce que tu viens de dire. Là, c'est un musicien génial, machin chose, etc. Le diable, Docteur Faustus, le Docteur Faustus de Goethe, le diable l'a regardé vivre pendant un moment et puis il vient lui faire le marché que tu viens de dire, c'est-à-dire tu me donnes ton âme et tu vas être génial, etc. Et dans le fond, il accepte et en même temps, il va ruser avec le diable. C'est-à-dire qu'in fine, il va échapper à la mainmise du diable. Sur l'algorithme actuellement, pour moi, c'est ça ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, de fait, il y a quelque chose, employons encore ce mot marxisant, d'aliénant, c'est-à-dire on est étranger à soi-même par le biais de la technique multiforme. Et puis, curieusement, il y a une manière de se réapproprier. Je suis nul, tu sais, je n'ai pas de médecin, je suis nul en médecine et je ne me soigne pas. Sinon que je prends Z, je prends D, c'est ma femme qui me donne ces trucs le matin, donc, mais sinon je suis nul. Mais ce qui me frappe tout de même, c'est de voir que justement, grâce à Internet, des gens peuvent accéder à une espèce de savoir qui était le monopole
des docteurs. Hein, et que, alors voilà, là je dis voilà la ruse. C'est-à-dire que le diable qui a le pouvoir, en particulier le médecin par exemple, eh bien on ruse avec au travers justement de ce que j'apprends sur Internet. Et ça, c'est pas négligeable. Je me fais bien comprendre là-dessus, tu vois. Et donc voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Je crois que c'est un des enjeux importants autour de cette idée d'échange pour demain. C'est que l'échange ne concerne pas uniquement des biens et services, mais beaucoup de la connaissance. Ça a fait parler beaucoup de gens autour de l'économie de la connaissance ou des choses comme ça. Et qu'effectivement, l'outil numérique permet finalement l'exposition de la multiplicité des possibles. L'exposer à la face du monde et des autres d'un répertoire expérientiel infiniment plus vaste que ce que réussirait à voir dans une seule vie quelqu'un. Et effectivement, aujourd'hui, si tu veux refaire un mur, tu vas voir le tuto numérique de Leroy Merlin, de Gérard Le Bricolo, etc. Et puis tu vas en voir 10, chacun avec sa façon, chacun en essayant de te vendre son produit ou ses choses. Et puis tu vas te faire ton idée. Et tu vas le faire à ta façon, et te réapproprier cette chose-là pour à la fin faire cette chose imparfaite qui est ton œuvre. Et donc effectivement, je crois que ça c'est présent pour refaire ton mur, mais c'est vraiment présent aussi dans de très nombreux autres domaines. Il y a des laboratoires d'expérience dans le low-tech, la basse technologie, on va dire, qui utilisent la haute technologie de l'Internet pour justement y échapper. Donc aujourd'hui, on a des gens qui arrivent à faire tourner Internet avec des tout petits processeurs qu'ils ont quasiment fabriqués eux-mêmes avec un panneau solaire et trois antennes bricolées. Donc c'est assez drôle. Et l'idée de low-tech, de basse technologie, on va dire, c'est une idée de résilience en fait. Dire, est-ce qu'on est capable de fournir à peu près le même service avec quelque chose qui est renouvelable et qui nous appartient et qui soit du domaine de ce qu'on appelle un commun, comme l'avait dit Benjamin Correa lors de du premier exposé, c'est-à-dire cette idée que les gens qui vont exploiter le système et la ressource sont aussi ceux qui se donnent à eux-mêmes leurs propres règles du jeu. Et je crois qu'une partie de la ruse, c'est ça, c'est d'arriver à subvertir la règle du jeu elle-même. Et donc, si on revient sur la question monétaire, parce qu'on est à 22 minutes et on l'a pas abordé. Oui, on a parlé. Ouais, Emmanuel et Samuel vont pas être contents. Sur la question monétaire, je crois on a vu dans les émissions précédentes qu'il pouvait y avoir de très nombreuses expériences, en fait. Et que là, on les donne à voir et que les gens vont se les réapproprier. Et sur ce que tu disais là sur la rue, j'ai un dernier truc à dire, après je te laisse la parole. Mais c'est drôle parce que il y a de l'humour dans l'idée de ruser avec le diable. Il y a quelque chose qui est du domaine du jeu. Presque une certaine légèreté alors qu'on est en train de flirter avec le plus grave. Et on a été censuré par YouTube à de multiples reprises au sein de notre collectif, puisque YouTube se charge de vous dire ce qui est la vérité scientifique et médicale désormais. Bon, ça devrait faire sourire les gens ou les faire pleurer, mais et donc on a décidé nous de réagir à ça. Et le fait de réagir à ça nous met en lien les uns avec les autres et nous convoque à une créativité inattendue. Oui. Donc c'est plutôt joyeux. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu forcément de se désespérer, hein, parce que la mentalité de l'élite, j'ai toujours dit, c'était de dire non à la vie. Hein, et que les systèmes hegeliano-marxistes, la vie n'est pas bien, il faut arriver à un plus-être, etc. Moi, je considère qu'il faut dire oui, donc c'est plutôt joyeux. Ma position est nietzschéenne, hein, une pensée affirmative et pas une pensée négatrice de ceci ou cela. Et alors, parmi le moyen de cette attitude affirmative, c'est la ruse. Mes premières recherches, c'était de rendre attentif au fait que les gens étaient doubles et duples. Hein, double, c'est-à-dire que je ne suis pas simplement la catégorie où l'on veut me mettre, ouvrier, patron, intellectuel, ceci, cela, etc. Je suis ceci et autre chose. Hein, l'idée rimbalienne, je est un autre, hein, de Rimbaud, je est un autre. Et dans ce double, il y a de la duplicité. C'est cela la ruse. Hein. Je fais exprès de jouer sur ces deux mots, double et duple. Et que c'est une manière de dire oui, de se réapproprier l'existence au travers de ce qui apparemment est quelque chose qui devrait nous aliéner. Voilà. Alors, pour revenir au fric, puisque c'est ça le parler de l'argent,
Disons que d'une certaine manière, c'est quelque chose qui nous renvoie à l'échange. Il y a sur Internet quelque chose qui rejoue cette fondamentale idée de l'être ensemble, c'est l'échange. Et donc, du coup, on fait au travers d'Internet le fameux café du commerce. Le café du commerce, je rappelle, c'était l'endroit où circulaient les biens, on échangeait avec de l'argent, c'était l'endroit où circulaient les idées, et c'était le commerce amoureux. Commerce des idées, commerce des biens, commerce amoureux. Et donc, c'est une conception beaucoup plus large. Et c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement sur Internet. Cette conception élargie, qualitative, et pas, je disais tout à l'heure, simplement matérialiste. Et donc, du coup, il y a des ruses. Je fais et la discussion qu'on avait eue à 4 la dernière fois, ce que j'ai appris des choses que je comprenais pas ou que je connaissais pas du tout, mais il y avait des formes de ruse au travers donc de ces crypto-monnaies et tout à l'avenant. Voilà une manière encore une fois de redonner sens, dans le sens fort du terme, à l'échange. Je maintiens. Pour moi, si je suis un peu comme ça académique, c'est une structure anthropologique. L'échange, c'est-à-dire que c'est la structure de base même qui fait qu'il y a de la vie sociale. C'est ça, l'être ensemble. Oui, il y en aura de toute manière, en fait. Donc, finalement, oui, quel type d'échange? Il y aura toujours les mêmes types d'échanges. Rien ne va changer, en fait. C'est la notion de continuité des États, tu sais, dans les coups d'État ou dans les changements de régime. Bon, les affaires courantes continuent bon an, mal an, quoi, en fait. Toujours. Les grands de ce monde s'entre-déchirent. Font venir les tanks, etc. Enfin, pendant ce temps, l'humain s'arrange pour manger, se vêtir, se loger, éduquer ses enfants, rigoler et faire l'amour. Hein. Donc ça continue malgré tout, quoi. Et c'est quelque chose où je pense qu'on peut dépassionner parfois certaines visions un peu apocalyptiques du monde qui ont cours aujourd'hui. Notamment, je pense à la collapsologie, cette discipline qui serait l'étude du collapse, de l'effondrement, qui porte un regard un peu anxieux, un peu parfois anxiogène même, sur le fait que notre monde est en train de s'effondrer. Alors que je crois qu'en fait c'est assez joyeux qu'il s'effondre, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que on passe son temps à recréer à partir des fragments du réel qui s'étiole le monde qu'on veut voir advenir. Et donc c'est aussi quelque chose, je crois qu'il est important de tenir comme message, c'est que le monde qui vient est le monde qu'on fait, aujourd'hui. C'est pas un donné qu'on subit. C'est pas voilà, il y a des visions du temps où le futur préexiste au présent. Hein. Il y a des gens qui proposent ça comme idée, des physiciens. C'est intéressant, mais moi j'ai encore cette chimère ou cette illusion du libre arbitre où finalement c'est à moi de décider ce que je vais en faire. Peut-être un peu nietzschéen aussi, hein, mais de l'idéal de l'esprit enfant créer ce dont il a envie. Mais sans oublier, là c'est un peu la différence avec l'idée du tabula rasa où on devrait casser le table de la loi. C'est dans Nietzsche aussi, hein, donc pour ceux qui connaissent pas forcément, là, je sais qu'on a un public averti, mais alors du coup on essaye de faire en même temps de l'éducation populaire, on va dire. Donc tabula rasa, c'est casser les tables de la loi, quoi. Hein, et donc c'est s'affranchir finalement des carcans trop étriqués du passé. Et cette vision nietzschéenne-là, mal comprise, a donné lieu à tous les totalitarismes, justement, à tous ceux qui se sont affranchis de l'héritage, qui ont coupé leurs racines, et c'est le Jugendstil, c'est le Bauhaus triomphant, c'est finalement à chaque fois que l'idéal de la jeunesse, et vous vous souvenez peut-être de certains de ces textes du fascisme mussolinien, qui sont Oula, il s'est perdu, ça va? Non. Ce serait l'idéal de cet ancien monde qui doit mourir, etc. Je crois que c'est quelque chose où il faut faire ce bond là. Nous sommes les enfants et les héritiers d'une longue chaîne d'amants et d'amantes. C'est Christiane Singer qui dit ça dans un de ses livres. Ça s'appelle N'oublie pas les chevaux écumants du passé, qui est une révérence tirée au passé, justement, et où elle explique que finalement les plus anciens parmi nous sont ceux qui devraient avoir les plus hautes responsabilités. Et j'ai déjà raconté dans certains entretiens, mais elle raconte que dans certaines ethnies africaines, au fur et à mesure des âges qui passent et des initiations, in fine, le vieillard est en charge du lever du soleil. Mais c'est pas rien. Donc, je crois que
il faut faire avec les fragments du réel qui s'effondrent et pas forcément vouloir tout casser. Oui, moi je n'aime pas beaucoup et je peux me permettre, je ne pense pas que ce soit une idée nietzschéenne. La tabula rasa, c'est une idée de Descartes, cartésienne, hein, et à partir duquel commence la modernité, la modernité, il faut pas l'oublier. Tu sais que j'essaie de penser la postmodernité personnellement, hein, donc je crois qu'il y a une saturation de la modernité, de l'échange et de l'économicisme qui en est la forme achevée. Mais dans le fond, ça c'était cette conception paranoïaque de la modernité. On fait table rase et on construit. Et donc, il y a une pensée constructiviste. Moi, à l'opposé de cela, je rappelle la vieille idée de la tradition qui est le donner. Hein, donc, on ne va pas dépasser les lois de la nature, etc. Il faut s'accorder, s'accommoder, etc. Et il est, par rapport à ce dont nous discutons actuellement, il est un mot très simple de Lévi-Strauss. Il parle du bricolage. Et on est dans un moment où, au-delà de la prétention paranoïaque de vouloir tout construire, de vouloir changer les mœurs à tout maintenant, c'est-à-dire dépasser les lois de la nature, dépasser et dominer et dévaster la nature, fondamentalement. Il y a à s'accorder à cela, et c'est cette idée d'accepter le donner. Alors, de ce point de vue, les collapsologues dont tu parlais il y a un instant s'inscrivent dans cette conception constructiviste, hein, c'est-à-dire, disons-le tout simplement, paranoïaque. La paranoïa en grec, c'est paranoïein, je pense par en haut, j'ai déjà une idée surplombante. Alors que le donner, c'est que je vais m'accorder avec la nature. Au lieu de la dévaster, mon maître Gilbert Durand parlait du trajet anthropologique, hein, c'est-à-dire non pas un sujet dominant un objet, mais il y a une réversibilité par rapport à cette nature-là. Et pour moi, c'est ce qui est en jeu. Alors, au-delà des collapsologues, personnellement, moi, j'ai d'ailleurs fait un tout petit livre qui s'appelle Apocalypse, en rappelant que l'Apocalypse, c'était la révélation. Le mot apocalypse signifie révélation. Et je crois qu'il y a actuellement une révélation, c'est-à-dire la saturation de ce monde moderne, rationaliste, progressiste, individualiste et tutti quanti. Et par contre, il y a un retour. Alors moi, j'avais dit à l'époque le temps des tribus, peu importe, hein, mais c'était une provocation. Mais disons ce que j'appellerais actuellement l'idéal communautaire. Ton info Covid, voilà une communauté, si tu veux, où il y a des échanges, des éléments, où il y a de l'interaction, où il n'y a pas simplement la verticalité du pouvoir, mais l'horizontalité de la puissance. Voilà, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement. Et par rapport aux échanges, à l'échange fondamental, hein, quelle forme ça va prendre, eh bien, c'est un échange interactif, de réversibilité, bricolage. Restons sur ce mot de Lévi-Strauss qui me paraît fort juste, du bricolage. Ce qui veut dire qu'on va ruser. Hein, toi, tu as un petit côté militant. Tu veux arriver à une société qui va être la société de l'utopie. Moi, ma proposition, c'est des utopies interstitielles. Des petites interstices. Et on bricole son existence avec les amis, avec sa famille, avec les enfants, avec ceci, cela, etc. Non pas l'utopie paranoïaque du monde construit marxisant, et socialisant, progressiste, mais au contraire, ce que j'appelle moi une philosophie progressive, la spirale, on reprend des éléments anciens et on leur donne un sens nouveau. Excusez-moi. Ouais, merci pour cette vision-là, pleine d'images. Un petit bémol ou une précision. Ceux qui se revendiquent aujourd'hui de collapsologie cherchent juste à comprendre en fait l'effondrement. Ils n'ont pas forcément une vision paranoïaque ou en surplomb. Et dedans, il y a de très nombreuses mouvances finalement, notamment les collapsonautes, ceux qui veulent naviguer l'effondrement. Et donc moi, je fais partie de cela. C'est surfer la vague, si tu veux, quelque part, de dire bon, ok. Ça tombe de partout et on va rattraper des morceaux du réel pour essayer de reconstruire une cohérence autour de nous. Et donc on voit de tout dans ces mouvements-là, mais ils incarnent vraiment cette idée de l'utopie interstitielle dont tu parles, c'est-à-dire de réussir de manière locale et temporaire à reconstruire quelque chose qui est de l'ordre de la négantropie. Alors là, c'est des mots compliqués peut-être que j'emploie, mais qui font référence à Bernard Stiegler, et finalement un peu le bout de l'école de Francfort, de la pensée de la postmodernité, de la rationalité instrumentale. Donc on pourra dire peut-être un petit peu plus de mots, c'est la fin de cette époque-là probablement. Tout est un outil, tout est un instrument, l'humain n'est pas une fin en soi, on est très très loin du déontologisme kantien,
On est vraiment dans l'idée que toute chose est un outil, quoi. Et y compris une masse d'humains qui va être quantifiée, vaccinée, voilà, économiquement mesurée dans ses potentialités marchandes et même d'informations qu'elle pourrait fournir. Ça, c'est l'idée de Google même, hein. Et à la fin, l'ensemble de vous est transformé en traits numériques permettant de mesurer et de vendre aux meilleurs acheteurs vos tendances politiques, vos tendances révolutionnaires, vos appétits sexuels ou consuméristes d'une quelconque matière. Donc ça, c'est vraiment le bout de la rationalité instrumentale où l'humain vraiment est complètement déraciné, en fait. Alors que les collapsonautes, finalement, ou bien cette mouvance-là, finalement, qui est à la fois teintée d'écologie et d'environnementalisme, mais qui fait avec le monde tel qu'il est, et pas dans une vision paranoïaque de l'écologie, cherche à juste se remettre en lien avec le vivant, se remettre en lien avec la nature, se remettre en lien avec le vivant autour, à l'intérieur de soi-même et avec les autres autour. Donc finalement, je suis assez solidaire de cette vision-là du monde. Je pense qu'effectivement, elle porte beaucoup d'espoir d'avoir une vie meilleure, en fait, simplement, de tendre à une sorte de démonisme, hein, à la recherche du bonheur. Elle revient sur un idéal grec très ancien. Oui, non pas simplement un bien-être, mais un plus-être, hein. Moi, je trouve que c'est cela qui est important. Juste une petite nuance. Je suis très intéressé par. Je connaissais pas. Hein, donc c'est collapsonautes, c'est ça, hein, Oui, les notes. Bah, c'est des termes nouveaux. C'est rigolo, quoi. Des gens qui ont joué avec les concepts justement en disant bon bah tout s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? On se jette par terre en criant la rédemption est pour bientôt. On a notre sceptre d'apôtre sur la place publique, tu sais, avec la barbe blanche en train de crier repentez-vous, changez vos cœurs. Ou simplement on récupère les morceaux de ce qui s'effondre et puis on en refait quelque chose, quoi. Non, mais cette idée, ça c'est du bricolage dans le sens lévi-straussien. Ouais, hein, c'est vraiment du bricolage, exactement. Ouais. Le mot bricolage, le problème maintenant, c'est qu'il y a bricomarché ou je sais plus trop quoi, donc c'est difficile d'utiliser ce terme, mais qui est très riche culturellement. Mais il nous renvoie à une chose. Moi, je ne suis pas partant, je ne suis pas partisan, et même j'ai écrit beaucoup de choses contre l'idée de fin, qui est une idée de révolution marxisante, pour dire bref. Moi, le mot très simple que je propose, qui n'est pas de moi d'ailleurs, je l'ai emprunté à un sociologue américain, Sorokin, c'est l'idée de saturation. Donc il y a saturation de la modernité, et à partir de ce qui cesse, les molécules qui se déstructurent, le corps est déstructuré, c'est à partir de ces molécules qu'il y a eu une autre composition. Tu vois, plutôt que le mot de fin, je préfère le mot saturation, qui fait que d'une certaine manière, ben voilà, il y a ce que tu viens ici d'indiquer, et moi ce que j'ai appelé les utopies interstitielles. On va bricoler, non pas comme ça un truc général et un peu paranoïaque, mais je maintiens métanoïaque, dans le sens d'accompagnement. On va faire avec, on va se dépatouiller. Et du coup, c'est en ce sens que, au niveau de la sémantique, je considère que on a la saturation de l'économie, ça veut dire la loi de oikos, de la maison, que je donne de l'extérieur. Pour moi, je n'aime pas le mot écologie, parce que c'est encore quelque chose qui fait qu'il y a un logos, c'est-à-dire un savoir rationnel de l'oikos. Moi, j'ai proposé écosophie, hein, c'est-à-dire la sagesse de la maison commune, et qui renvoie en effet à ces échanges. Je maintiens qu'il y a, grâce à Internet, ces nouveaux échanges qui sont pas forcément des échanges monétaires, qui peuvent passer par uniquement dans le sens fort du terme, l'échange. Et de ce point de vue, je considère, c'est ça la ruse de la technique, c'est ça la ruse de l'informatique, c'est que moi l'exemple que j'ai donné, c'est au 3-4e siècle de notre ère, la religion qui allait être dominante, c'était Orphée, c'était Mithra. Et c'est le christianisme qui triomphe parce qu'ils imposent cette idée de communion des saints, que les gens de mon âge, on a appris au catéchisme. Hein, c'est-à-dire que, dans le fond, il y a une union entre la petite église de Milan, de Rome, de Lugdunum, de Lutèce, de Narbonne, etc. Bien. Et donc, ça crée ce qui va faire une communion des saints, c'est-à-dire des échanges qui vont se faire. Et pour moi, Internet, c'est la communion des saints postmoderne, hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, il y a des processus d'échange qui ne passent pas simplement par la monnaie, mais qui renvoient à la structuration fondamentale de cet être ensemble à partir des échanges de l'amour,
les sites érotiques en sont des exemples, par exemple, qui ne sont pas négligeables, loin de là, à partir des échanges de biens, et ça renvoie à la vraie circulation, qui est la circulation, encore une fois, de ce que j'appelais tout à l'heure le commerce. Alors voilà ce qui serait pour moi ces utopies interstitielles, grâce ou à cause de ce développement technologique qui, a priori, devait être déshumanisant, qui devrait être totalement abstrait, or qui devient concret. C'est ça qui est un vrai paradoxe. Ouais, alors je reviens moi aussi à mon tour sur cette idée de, tu as montré être une spirale d'utopie interstitielle qui se développe à l'intérieur du système, et pas un para, mais à l'intérieur, en fait, voire méta, Noyac t'a dit. Pour moi, presque comme des pousses de nature qui germent à chaque printemps, en fait. Et dans la pensée de Bernard Stiegler, que je reprends encore une fois, et du groupe Ars Industrialis, qui a beaucoup travaillé sur la technique, en fait, il y a cette idée d'entropie et de négantropie, en disant finalement, et il le raconte comme ça, en fait, et finalement, Sadi Carnot se rend compte, en essayant d'optimiser la machine à vapeur, que l'énergie se dissipe, quoi, le soleil va faire son refroidissement, l'univers vers sa fin. Il le voit comme ça, et moment de panique, deuxième loi de la thermodynamique, il y a l'entropie, quoi. Si chaque fois qu'on a des cours, pour ceux qui ont eu des cours sur l'entropie, effectivement, ça fait un petit spasme, on dit, oh là là, l'univers se désorganise, quoi. Et Schrödinger redira 100 ans plus tard, quasiment, mais si c'est organisé, si ça se désorganise, c'est que ça s'est organisé. Et donc que ça passe son temps à se désorganiser et se réorganiser. Il appelle pas ça la négantropie au départ. Mais ensuite, c'est le nom que ça prendra chez les gens d'Ars Industrialis, c'est cette idée de négantropie. Et donc, en fait, il y a en permanence des structures qui se désorganisent et qui s'organisent les unes à l'intérieur des autres, comme ces petites volutes ou ces petits tourbillons à l'intérieur d'un grand tourbillon, quoi. Et je crois qu'on est dans ce moment-là, finalement, d'entropie maximale, ça se désagrège de partout. Il y a plus grand-chose qui tient ensemble. Et pour moi, c'était une des raisons du totalitarisme. C'est-à-dire, quand ça ne tient plus ensemble, quand une société ne tient plus ensemble, quand elle n'a plus d'aspiration positive, de protension collective positive, finalement, qu'est-ce qui reste? La protension collective négative, c'est le totalitarisme qui va se raidir pour essayer de continuer à garder quelque chose qui ressemble à un nous. Mais c'est une illusion. De toute manière, cette forme-là est déjà en train de couler comme du sable à travers les doigts du totalitarisme. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et puis après, tu nous as rapproché tu es revenu à l'échange. Tu as essayé de nous recentrer sur l'argent, c'est bien. Mais voilà, est-ce que tu veux réagir à ça, à cette idée-là? Oui, bien sûr. Non, mais c'est vraiment très important. J'ai dit tout à l'heure, se purger d'une pensée négative, hein, l'esprit qui toujours dit non, qui était l'idée faustienne, je le rappelle. Mais au contraire, l'idée très simple de notre tradition gréco-latine et autour de Méditerranée, pour moi, est un lieu qui n'est pas négligeable, l'impermanence et la continuité. C'est ça la saturation. Hein, c'est-à-dire il y a impermanence de certaines formes institutionnelles et continuité, encore une fois, du fondement, de la base. Alors par rapport à ce que tu disais il y a un instant, pour moi c'est la fin d'une solidarité purement mécanique, qui était celle de l'argent, en effet, qui était celle du quantitativisme, qui était celle de la consommation, etc. Et par contre, une solidarité organique. Alors c'est ça l'entropie, le fait qu'il y a toujours, après genèse, déclin, déclin, genèse, hein, c'est un Anaximandre de Milet, hein, genèse, déclin, déclin, genèse. Et qu'il y a là un retour extraordinaire de vitalisme, de solidarité. C'est ça pour moi la spirale. Hein. La spirale, c'est voir revenir à un autre niveau des éléments que dans notre progressisme bené et destructeur, on avait cru dépasser. Et le retour, alors dans mon jargon, je dis le retour du sacral, hein, c'est-à-dire de ce qui était invisible et qui pourtant permet de comprendre le visible. Là, encore une fois, ces échanges qui sont plus de l'ordre de la consommation, mais je dis de la consommation.
C'est-à-dire, on brûle ensemble un certain nombre de choses. Et je considère que les soulèvements à venir vont brûler un certain nombre de choses et par là même permettre de voir émerger, encore une fois, ce que l'on avait cru dépasser, l'importance de l'invisible, l'importance du spirituel, l'importance de catégories, encore une fois, qui sont, disons le mot archaïque dans le sens vrai du terme, ce qui est premier, ce qui est fondamental. C'est ça, arché. Et donc, il y a retour d'une certaine manière, Internet aidant, là encore, paradoxe énorme, de ces éléments-là, organicité. Et l'organique, ça veut dire qu'il n'y a jamais la fin. C'est pour ça que je n'ai pas dit la fin, je n'aime pas le mot fin. Hein, mais au contraire, quelque chose de, bon, il y a saturation, impermanence. Et en même temps, continuité de la vie. Il suffit de voir ces gosses. Hein. Moi, je vois, pour les gens de mon âge, il n'y a pas de problème de boulot, il n'y a pas de problème de logement. Et quand je vois pour mes enfants ou mes étudiants, etc., quoi qu'il y ait cette difficulté, eh bien, ils trouvent un moyen, encore une fois, de bricoler leur existence, de trouver de la colocation, co-working, co-machin, co-truc, etc. C'est le cum, c'est avec. Et donc, c'est une autre manière de faire de l'échange qui n'est pas simplement dans l'ordre de la topique verticale, mais encore une fois dans la topique, hein, le topos, le fameux topos, à partir de quoi on comprend une société horizontale. Et ça, c'est cette solidarité organique qui fait que oui, il y a des choses qui cessent, mais en même temps, il y a de la vie, hein, un peu à la manière galiléenne quand il est condamné par l'Inquisition, par les totalitarismes. Il dit « et pour si mauvais », et pourtant il tourne. et pourtant il tourne. Et pour moi, c'est « et pourtant sa vie ». Voilà. Et c'est « et pourtant sa vie » qu'il est important d'avoir à l'esprit. Oui, et ça parle de quelque part de refuge à l'intérieur d'un effondrement, de cet épuisement dont tu es en train de parler, là, cette saturation. On a l'impression que la désaturation est quelque chose qui est nécessairement violent et qui va nécessairement s'accompagner d'un certain nombre de victimes. Et puisqu'il y a trop, il va bien falloir qu'il y ait moins. Alors c'est souvent le propos qui revient, hein, on est trop nombreux, il y a trop de tout, etc. Donc il y a une tentation ascétique, on va dire, et il me semble que à la fin de l'Empire romain, cette tentation ascétique trouve une forme, s'incarne dans la matière, dans l'idéal monastique, avec Honorat de Lérins et d'autres. C'est-à-dire que ces gens-là, lassés des orgies romaines, d'avoir pillé des colonies avec des centurions en train d'oppresser les peuples localement, qui s'appellent Pilate ou autres, et on finit par être lassés quoi de la graisse d'ours et des sangliers. Et donc, ils s'en vont, en fait. Ils décident de partir, d'abandonner là ce luxe décadent et de partir les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles, se lever à 5 heures du matin pour matine, puis scander la journée par les prières, tout en bêchant la terre. Et il se trouve que pour moi, c'est un des moments de la décroissance volontaire incarné par ceux qui avaient le plus de pouvoir et d'argent, justement. Donc, est-ce que c'est vrai déjà historiquement? Je suis pas complètement sûr, même si j'ai lu quelques livres d'histoire sur le sujet. Et pour moi, peut-être qu'on est à un de ces moments-là. La fin de l'Empire romain a pris un certain temps. Hein. La fin de l'Empire américain va peut-être être plus rapide, parce que peut-être on est dans un moment où les cycles d'accélération sont quand même assez rapides. Là, je renvoie un peu à Hartmut Rosa, hein, qui est un Allemand qui a écrit, qui a été très critiqué sur sa méthode, sur plein de choses, mais qui a quand même quelques intuitions qui semblaient justes autour de accélération et aliénation. Cette idée que ce monde accéléré en permanence nous rendait étrangers à nous-mêmes, nous rendait même étrangers au monde. Et pour lui, une des clés, une des solutions était quelle était l'intention sacrée. Tu parlais de sacral tout à l'heure, mais l'intention spirituelle, on pourrait dire, qu'on mettait dans le monde, quelle tonalité presque, dans quel registre de tonalité on jouait le morceau. On pouvait jouer le morceau dans un registre inquiet de la matérialité, passer sa vie à souffrir, ou alors on pouvait essayer de se mettre en résonance avec le monde tel qu'il est, et donc de faire jouer des harmoniques, de découvrir d'autres voies d'improvisation, on pourrait dire, si je continue la métaphore musicale, qui permettent d'y survivre et même d'y être heureux. Quel que soit finalement le donné, tout est donné à chaque instant en fait.
Oui, le beau mot que tu viens d'employer, résonance. Ça, c'est important d'être en résonance avec, encore une fois, ce qui est et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit. Hein. C'est la fameuse logique empruntée à Nietzsche. Hein. Arrêtons du moralisme du devoir-être et essayons de nous accorder à ce qui est, et être en résonance. On est dans un moment, soyons clairs, où c'est un moment d'obscurcissement du monde. C'est-à-dire que les fameuses lumières sont devenues des lumières clignotantes. Pour moi, la philosophie des lumières a fait son temps. Voilà. Et elles sont clignotantes, je fais exprès de m'amuser ainsi, et donc il y a cet obscurcissement. Mais chaque fois, et quand on regarde la gnose, la pensée hermétique, etc., il montre avec justesse que quand il y a cet obscurcissement, il y a toujours une forme de renaissance. Pour moi, c'est mon hypothèse. Et donc, les exemples historiques que tu as donnés tout à l'heure me paraissent parfaitement justes. Hein. C'est-à-dire que, de fait, il y avait eu cette exploitation du monde par l'Empire romain. Et il y a une forme de réaction qui se fait. Alors, à côté de chez moi, à 15 kilomètres de chez moi, c'est un moine de Lérins qui est en train de restaurer un prieuré, Notre-Dame de Nise, et il va en faire un lieu de pensée écosophique. Il va au niveau des jeunes, il fait travailler, il restaure en quelque sorte, et c'est un moine de Lérins, c'est ça qui est amusant, et il est en train de restaurer ce prieuré pour en faire justement un lieu d'échange, dans le sens fort du terme. Et alors, du coup, le premier mot que tu as employé me paraît fort juste, hein, c'est-à-dire que on est dans un moment, à l'image des monastères, où il va falloir créer des refuges, en effet, de divers ordres. Et de fait, ça sera ça la manière de résister. C'est-à-dire que on sera là, si je reprends une expression là encore de la banalité, par rapport au pouvoir, on dira cause toujours, tu m'intéresses. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. C'est ça la duplicité. Et en même temps, il y aura très concrètement, au niveau de cette vie quotidienne, une espèce de créativité très forte. Et les micro-entités, les micro-groupes, ce que j'appelle moi les petites utopies interstitielles, ben c'est ceux-là même justement où se créeront cette forme de résistance, mais de fait au travers de refuges. Et il ne faut pas avoir peur du mot, hein, c'est bien quelque chose de cet ordre qui est en jeu, et ce dans tous les domaines. Et dès lors, il y aura une monnaie qui ne sera plus la monnaie économique, encore une fois, surplombante, mais il y aura des formes d'échange qui vont se faire au travers de la réversibilité, de l'interaction. C'est ça qui est important. Oui, c'est intéressant qu'on arrive à cette idée de refuge à ce moment-là de notre entretien, parce qu'effectivement, on nous demande quel type d'échange pour le monde qui vient. Je crois que c'est des refuges qui s'intercommuniquent les uns avec les autres et qui vivent dans l'imposture avec le pouvoir central jusqu'à ce qu'il s'effondre. Cette idée d'imposture, pour moi, elle est importante parce que je la vis au quotidien. Aujourd'hui, la plus grande demande que j'ai autour des soignants autour de moi, c'est est-ce qu'on pourra faire un faux certificat de vaccination? C'est quand même drôle. Les gens, ils réfléchissent même plus, est-ce que c'est utile, est-ce qu'ils vont essayer de me tuer, etc. Ils réfléchissent comment gruger, quoi. Alors peut-être c'est Marseille, on est particulier. Mais pendant ce temps, dans la direction de l'hôpital, il faut qu'on augmente notre vaccination, notre taux de vaccination, il faut qu'on arrive à plus de 70%. Et on a l'impression d'un discours de dictateur, comme dans Charlie Chaplin, quoi, avec des dictateurs qui font, il faut qu'on soit à 70%. Et tous les chefs de service qui arrivent font vacciner le bras, et les vrais gens qui disent, comment on fait pour gruger, déjà? C'est drôle, parce que, à Marseille, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Roland Gori, et qui a écrit un livre qui s'appelle La fabrique des imposteurs. Et il dit que toute notre société est la fabrique de l'imposture maximale, jusqu'au bout, jusqu'à, encore une fois, une aporie, quoi. Le raisonnement qui tourne en boucle. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est les plus gros imposteurs qui ont les plus gros postes. C'est plus votre vie est fausse, plus vous êtes riche et reconnu. Jusqu'à ce que presque votre vie ne vous appartienne plus. Vous êtes une star de la télé. Vous n'avez même plus de vie, en fait. Je me souviens d'un roman de quelqu'un qui s'appelle Orson Scott Card, qui est un roman d'anticipation où finalement la reconnaissance sociale, la meilleure à la fin, c'était de ricocher à la surface de la vie. C'est-à-dire que les gens étaient endormis par des sortes d'anesthésistes et c'était leur récompense, c'était le principal salaire qu'ils avaient. Et les plus grands les gens les plus importants étaient ceux qui passaient dans des téléréalités. Et c'était avant les téléréalités que j'ai lu ça. Hein. C'est trop drôle, ces romans d'anticipation. Non, c'était des acteurs qui ne faisaient que être suivis par des caméras pendant les quelques instants où ils ricochaient entre leurs moments de sommeil, qui n'étaient que des émissions.
Et ça, c'était leur vie, l'imposture maximale en plein public, quoi. La vie d'une prostituée devant un miroir. Donc, je crois que on va vers cette imposture et vers les refuges. Et je te l'ai déjà raconté, Michel, mais je peux le partager là. C'est que dans toute ma famille, on m'a toujours dit, moi, que Saint-Gervais-sur-Marne et au Languedoc, c'était le refuge. Il y avait de l'eau, il y avait de quoi manger, il y avait des gens gentils et courageux et bâtisseurs, enfin, et voilà, et laborieux, et que c'est là qu'il fallait aller, bien sûr, en temps de guerre. Et je crois qu'on a tous dans nos familles un refuge, et qui est l'oikos, justement, qui est ce qui ne va pas changer au cours du temps. Et là, je reviens sur cette idée, encore une fois, du jubilé, qui est dans le livre des rois, je crois, l'idée jubilaire juive, qui consiste à remettre les compteurs à zéro tous les 65 ans au niveau économique et dire tout ce que tu as accumulé le temps d'une vie, bon, ça n'est que poussière, hein, de toute manière, donc tu redeviendras poussière. Donc, tu remets à zéro tous les crédits, tous les livres de compte, tout ce que tu as pu spéculer, etc. Il ne restera que le domaine familial, que là d'où tu viens. Et je crois qu'on est à ce moment-là. On est en train de nous poncer, de faire table rase. Michel, tu as parlé tout à l'heure d'épuisement et finalement d'impermanence et de continuité. Qu'est-ce qui reste au fond de la continuité? C'est peut-être ça, quoi. Ces zones d'enracinement. Oui, tout à fait. Moi, mon oxymore essentiel, qui était ma thèse d'État quand j'étais tout petit, c'est ce que j'appelais l'enracinement dynamique. Un oxymore, c'est-à-dire que la plante humaine se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître véritablement. Et cet enracinement dynamique, pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. Alors, c'est Saint-Gervais pour certains, c'est Graisse-Sac pour d'autres. Je veux dire, peu importe en la matière, il y a là quelque chose qui est ce lieu de la racine, encore une fois, qui est important. C'est ça l'oikos, c'est-à-dire en effet, se rappeler qu'au-delà du construit, il y a du donner. Pour moi, c'est ces deux mots auxquels il faut être attentif. Le constructivisme a été la pire des choses. Enfin, en tout cas, disons que ça a donné la modernité, on en voit actuellement la faillite, alors qu'on revient aux données, c'est-à-dire encore une fois ce qui est là. Et je connais pas le livre auquel tu viens de faire référence, mais ça recoupe tout à fait ce que j'appelle moi la ruse, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que de fait, il va y avoir là une série de petits bricolages au travers des refuges, qui peuvent être ceux qu'on vient de nommer, et puis bien d'autres, des quantités en ville. Moi, j'habite Paris, mais je vois bien comment là se créent des espèces de petits refuges véritablement au travers des lieux où les gens se rencontrent et au-delà du couvre-feu, mais il y a des quantités de ruses qui sont en train de se faire. Il y a des quantités d'éléments qui, d'une certaine manière, ne sont pas du tout de l'ordre du confinement, mais qui renvoient à tout à fait autre chose, c'est-à-dire être ensemble. Alors, c'est cette ruse qui fait que on va trouver là une forme de monnaie qui n'est plus la monnaie officielle. Gardons ce mot monnaie. Monnayer, c'est-à-dire encore une fois quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, mais qui ne sera plus encore une fois la monnaie officielle, mais quelque chose qui va naître du bas. Un de mes amis marseillais, qui est Jean-Pierre Luminet, et je le dis avec prudence parce que c'est un grand savant et moi je ne le suis pas, mais quand il parle et il m'a fait comprendre des choses sur les trous noirs, par exemple, eh bien c'est typiquement le refuge, c'est un trou noir, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a une telle condensation d'énergie et que c'est à partir de cette condensation d'énergie qu'il peut y avoir une autre manière d'être ensemble. Voilà, c'est ça le refuge, c'est ça la ruse, c'est ça une autre manière de comprendre la maison commune que l'on partage avec d'autres et qui nous renvoie à des formes de solidarité. Moi, j'insiste là-dessus, des solidarités organiques et plus simplement une solidarité mécanique, c'est-à-dire qui est celle, encore une fois, de la technique telle qu'elle a été conçue. Là, au contraire, il y a une récupération de la technique, c'est la ruse d'Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est les Twitter, c'est autres forums de discussion, qui fait que est en train de se créer une autre maison commune, et c'est ça qui est pour moi passionnant actuellement. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. Il n'y a jamais lieu de s'affoler, de toute manière. La vie va comme elle va. Mais c'est intéressant parce que dans les échanges qu'on a eus avec différents intervenants dans ces émissions, on s'est rendu compte que les gens pouvaient avoir un sentiment d'appropriation, entre guillemets, ou en tout cas d'identification à leur système monétaire. Et certaines personnes qui sont venues parler de la June, du Bitcoin ou des choses comme ça, on sentait qu'il y avait un engagement qui était au-delà
de juste un outil, voilà, c'est un marteau. Non, 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 ça allait plus loin. Et pour certains, pour l'euro, par exemple, même si je ne peux pas comprendre vraiment l'identification à l'euro, parce que vous avez vu que les billets eux-mêmes, c'est des ponts, ça représente rien, on est dans l'idéal constructiviste complet, quoi. Pour moi, hein, après, voilà, ça n'engage que moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça doit faire long feu, parce que c'est un idéal paranoïaque. Ce n'est pas réel en fait, ça n'est pas issu de la réalité, c'est issu de penseurs qui l'ont imposé à la réalité. En fait, je crois que c'est vraiment quelque chose ça, dont il faut se souvenir, c'est tout ce qu'on cherche à imposer à la réalité fera long feu. Tout ce qui naît de la réalité par la nécessité, et au contraire, est une pousse inarrêtable en fait. Et là, vous savez, dans votre jardin, quand vous essayez de planter un arbre greffé que vous avez acheté chez Botanique ou je sais pas quoi, ou Truffaut, il va mourir 2 ans après, alors que vous avez juste semé un noyau de quelque chose et il pousse un pêcher magnifique à un endroit complètement imprévu et que ça s'est passé comme ça, quoi. Donc, ouais, je crois vraiment à cette idée que dans le réenracinement, il y a aussi la réappropriation des systèmes techniques au sens de les re-rendre conviviaux. Et là, je reprends Ivan Illich, en fait. Hein. C'est plutôt l'idée à quel moment ils nous permettent de vivre ensemble, conviviaux, quoi. Ils sont utiles. Oui. Et le système monétaire, c'est un des exemples de ça. Hein. Moi, je renvoie souvent au film Les dieux sont tombés sur la tête. Bon, c'est une référence profane, hein, peu intellectuelle. C'est un film qui racontait l'histoire d'une bouteille de coca vide qui tombe dans un village de Bushmen au Kalahari. Est-ce que quelqu'un la balance depuis un avion? Puis les Bushmen s'en emparent. C'est un peuple premier hein, qui vit dans la joie et la paix sans problème, et fidèle à leur tradition. Et ils regardent cette bouteille et puis commencent à se battre les uns avec les autres. Elle permet à la fois de souffler dedans, de faire de la musique. Elle permet de piler le mil et le manioc. Elle permet de faire des tresses dans les cheveux. Alors tout le monde la veut, quoi. Cette chose magnifique. Et au bout d'un moment, ils comprennent. Ce truc-là amène la discorde. Il faut s'en débarrasser. Et donc, ça va être toute l'histoire de Pi, le héros, qui va essayer de se débarrasser de ce sale truc, quoi, de cette part du diable. Et c'est un film qui est intéressant à bien des égards. Bon, assez humoristique. Il faut pas, je connais pas ce film parce que je suis nul. Il faut pas se débarrasser de la part du diable. Il faut ruser avec la part du diable. Il faut donner au diable sa part pour qu'il ne te domine pas. Et c'est uniquement si tu sais lui donner ta part qu'il ne te dominera pas et que tu pourras ruser avec lui, enfin, etc. et tout y quanti. Non, mais l'idée importante en la matière, oui, en effet, c'est retour c'est ça la spirale, hein, retour encore une fois de cet élément, le mot que tu as employé me convient parfaitement, de convivialité. Hein. J'ai bien dit que le mot covoiturage, coworking, colocation, convivialité, c'est le cum latin, hein, de vieille tradition, c'est-à-dire ce qu'on avait oublié dans l'individualisme forcené, le mur de la vie privée, enfin ces trucs-là on était enfermés en soi, hein, l'idée cartésienne, je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit, hein, c'est ça l'idée cartésienne. Et bien qu'à l'opposé de cela, il y a je m'éclate. Hein, dans le je m'éclate juvénile, il y a quelque chose qui fait qu'on brise la forteresse qui avait été le fondement même du contrat social, et que là est en train de revenir. Moi, je dis les pactes. Hein, le mot pacte, à la différence du contrat social, le contrat est rationnel. C'est ça l'instrumentalité de l'économie, de la monnaie souveraine et surplombante, alors que le pacte, il est émotionnel. Il est en même temps éphémère. Le contrat est sur la longue durée. Le pacte émotionnel, il est éphémère. Et donc, ça va être au coup par coup. Encore une fois, cette idée du bricolage. Et de mon point de vue, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. C'est-à-dire, au-delà de l'État-nation, de l'enfermement, encore une fois, de l'individu, hein, des institutions, de quelques grands systèmes. Au contraire, le retour pour moi, du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire l'idée impériale, hein, où ce qui est important, c'est le canton. Et que, pour moi, c'est le canton, si tu veux, où là, il y a cette vraie convivialité qui s'opère, même si symboliquement, il y a, je dis bien, hein, l'idée impériale, hein, pas l'Europe telle qu'on la connaît actuellement dans sa technostructure qui a été une exportation de l'État.
tout simplement. Mais l'idée impériale, et c'est pour ça que je parle du Moyen-Âge, eh bien, quand je dis le canton, c'est la commune, c'est encore une fois quelque chose qui fait que c'est là où l'on vit avec d'autres. Et c'est là, pour revenir encore une fois à ce qui est, je ne sais pas si on en a parlé, mais on en a beaucoup parlé de l'échange monétaire au travers de tout ce qu'on a dit. On tourne autour. Mais bien sûr, mais c'est un peu cela, on ne peut jamais parler directement de quelque chose, c'est ce qu'on appelle la théologie apophatique. Hein. De Dieu, je ne parle pas directement, mais je dis ce qu'il n'est pas, en quelque sorte. Et on vient de faire un discours apophatique, c'est-à-dire sur la monnaie, non pas, parce que moi j'ai pas de compétence, de dire ce qu'elle est stricto sensu, mais les atours, ce que cela peut permettre. Et ce que cela peut permettre, c'est un être ensemble, étant entendu que ce ne sera plus à partir de la monnaie surplombante, comme il y avait un État surplombant, comme il y avait des institutions surplombantes, mais du bricolage. Hein. Utopie interstitielle. Pour moi, c'est ça qui est important. Comment on va créer des petits interstices où on va vivre. C'est ça la convivialité. C'est pas autre chose. Se débarrasser de la tiers, en fait, du tiers séparateur. Finalement, dans l'échange, pourquoi est-ce qu'une banque aujourd'hui vient intervenir dans un échange que vous faites entre deux personnes? Quelle légitimité elle a? Qu'est-ce qui fonde profondément le fait que HSBC à Hong Kong touche du pognon chaque fois que vous mettez une carte bleue chez quelqu'un? C'est quand même quelque chose qu'on devrait questionner en fait. Pourquoi ce tiers est là, regardant tous mes échanges, dans une sorte de panopticon de ma vie qui lui est donné? C'est aussi cette idée de refuge, c'est de sortir du panopticon, de la prison, du regard de ce tiers tutélaire qui reste au-dessus et qui n'est pas bienveillant. C'est ça aussi, c'est que un tiers tutélaire bienveillant, c'est Dieu. Bon, ça va. Mais un tiers tutélaire malveillant, ça va pas du tout. Qui en plus me sépare et m'isole. Vous prenez toute la rhétorique macronienne aujourd'hui. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit macronienne. Hein. Macron, je suis pas sûr qu'il écrive ses discours. Peut-être c'est nègres qui l'écrivent. Donc ça, ce serait intéressant de les rencontrer, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Mais quand on parle de il faut reconstruire, se réinventer, se renouveler, vous êtes vraiment dans le discours fasciste, en fait, presque mussolinien. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait à l'époque, en fait, hein, du futurisme et des choses comme ça, futurisme italien. Et il y a sans cesse cette idée qu'il faudrait déconstruire. Mais déconstruire, c'est détruire. C'est simplement tout casser, quoi. Donc, ils sont en train de tout casser. Il faudrait se reconstruire à neuf, tout seul, à partir de rien. Cet idéal de l'homme autoconstruit, qui est cohérent de Macron à Attali, hein, en allant vers le transhumanisme, jusqu'à Elon Musk ou d'autres dans la Silicon Valley, c'est finalement un idéal adolescent, en fait. Un idéal de rupture. C'est quelque chose qui n'est pas abouti. C'est pas une sagesse d'homme mûr. C'est quelque chose qui consiste à vouloir dire merde à ses parents tout en leur demandant 100 balles. Ce qui n'est pas une vraie rébellion, quoi. Mais en faisant semblant qu'ils n'existent pas et avec les copains pouvoir frimer en ayant 100 balles tout en ayant pris en fait à l'héritage. Donc il y a cette idée d'héritage qui est importante et il faut se réconcilier avec, parce que très souvent dès qu'on parle de racines, ça renvoie à Maurice Barrès, les déracinés, etc. Donc c'est une vision finalement un peu étriquée de l'enracinement peut-être, mais qui était intéressante même dans cet texte-là, mais qui pour beaucoup de gens fait peur parce qu'elle rapprocherait de l'extrême droite ou elle serait très connotée politiquement et donc serait nauséabonde. Je crois qu'il y a une autre façon de s'enraciner, c'est celle des arbres simplement, celle d'un donné naturel, celle de la gratitude, d'appartenir à quelque chose et de puiser à la source toutes ces ressources et toute son énergie. Et ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, l'humain fait semblant d'être décorrélé de la matière. Vous ne voyez plus le beefsteak que vous mangez. Ça a été une vache. Vous avez transformé cette vache en un outil de bétail. Et dans le même temps, on fait un anthropomorphisme majeur sur son chat et son chien. Et on laisse mettre un hublot sur le ventre de la vache en élevage. Enfin, on est dans une espèce de folie qui fait qu'on voudrait ne pas voir d'où vient ce dont on a besoin. Je crois qu'à partir du moment où on regarde tout ce qui nous fait vivre, c'est un peu toutes les sagesses orientales tournent autour de ça, hein. L'idée du dharma, c'est vraiment l'héritage, c'est et de la transformation continue. Je mange une glace, mais cette glace était du lait, ce lait était de la vache était de l'eau et de la gentillesse de son agriculteur et du soleil.
et de la pluie qui est tombée, et était de l'herbe. L'herbe était de la pluie qui est tombée du ciel et du nuage. Le nuage était du ciel transformé en nuage. En fait, tout ça ne s'arrête jamais dans la grande boucle infinie de la transformation. Donc, moi, je proposerais de s'affranchir de cette idée poussiéreuse aujourd'hui de l'homme autoconstruit. Je crois que c'est vraiment quelque chose et qui ne tiendrait que par la technique, qui n'existerait pas indépendamment de la technique, qu'on a besoin de béquilles permanentes pour exister, et qu'on peut par contre essayer de penser l'humain dans sa relation au vivant et à tout ce qu'il doit en fait, mais justement pas dans une notion de la dette, à sortir de la dette pour aller vers la gratitude, à tout ce pourquoi il devrait rendre grâce. Et finalement, il y a une sagesse très ancienne qui consiste à rendre grâce à la fin du repas et au début du repas pour tout ce d'où viennent ce qui nous nourrit chaque jour. Hein. Oui, oui, pour moi, je réagis, hein. On pourrait continuer longtemps, mais je crois qu'il va falloir bientôt s'arrêter. Mais dans le fond, c'est un peu la vitalité qui est importante, c'est le vitalisme. Hein. On est parti tout à l'heure de Nietzsche, et pour moi, on y revient. En t'écoutant, je voyais cette idée nietzschéenne du vouloir vivre, dans le sens fort du terme, que la modernité avait dénié ou avait limité au travers de cette paranoïa constructiviste, alors que elle revient au travers du donné. Baudrillard, puisque je l'ai cité tout à l'heure, ce vieil ami, ce regretté ami, avait, dans un texte qui est peu connu, on l'utilise assez peu, et d'ailleurs on n'y fait pas référence, montré comment il fallait dépasser le simple besoin par le désir. Au-delà du besoin qui était purement économique ou économiciste, qui était celui du monopole de l'argent, il y avait quelque chose de beaucoup plus humain, fondamentalement, et c'est le désir. Et d'une certaine manière, je crois qu'il y a un être désirant qui est en train d'apparaître actuellement, dans ces refuges, hein, c'est-à-dire des micro-créations où véritablement, il n'y aura pas forcément une résistance comme cela active, mais peut-être une résistance passive, qui fait que je ne me reconnais plus dans la verticalité du pouvoir. Et si les deux mots, moi tu as employé ce mot foucaldien, panopticum, en effet, c'est la grande idée du totalitarisme moderne, hein, sous ses formes socialistes ou capitalistes. Moi, de ce point de vue, il n'y a pas de nuance à faire. J'avais même à l'époque parlé du bourgeoisisme, hein, qui était quand même ce monde bourgeois où tu avais d'un côté le socialisme, d'un côté le capitalisme, mais kiff bourricot. Hein, il y avait quelque chose qui était l'assemblable. Ça, c'est le panopticum, hein, cette espèce de vision par en haut. Et on peut dire que c'est à partir d'une utopie qu'on peut comprendre une société, hein, le fameux topos, hein, le lieu. Et le lieu moderne, ça a été en effet cette verticalité. Lacan l'avait bien formulé, la loi du père. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, celui qui sait, celui qui agit, celui qui a le pouvoir, etc. Moi, j'ai proposé comme ça une expression un peu amusante pour décrire l'horizontalité qui est le propre de la technologie récupérée, c'est la loi des frères. Hein. Et alors maintenant, on me dit, oui, mais attention, la sororité, les sœurs, etc. Bon, d'accord. Enfin, alors, loi des frères ou des sœurs, peu importe, quelque chose qui renvoie, encore une fois, à cet échange. Et fondamentalement, c'est ce qui est en jeu. Hein. Pour moi, c'est à la fois désir, pas simplement le besoin, mais le désir, quelque chose qui n'est pas simplement le côté de la raison mortifère que l'école de Francfort en particulier a bien mis en jeu, a bien montré, morbide, les raisons morbides, la raison morbide, et puis le passage du vertical à l'horizontal, c'est l'enjeu actuel, et c'est à partir de là qu'on pourra véritablement comprendre ce nouveau commerce qui est en gestation, qui me paraît enthousiasmant et qui est en particulier représenté par les jeunes générations qui ne se reconnaissent plus du tout dans la verticalité du panoptique. Merci beaucoup, Michel. Je voudrais rajouter, je me souviens d'un professeur de permaculture qui m'a dit quand un paysage est dégradé, la culture est dégradée. Donc les systèmes d'échange sont dégradés et tous les systèmes techniques sont dégradés. Aujourd'hui, vous rentrez dans une ville moderne, elle est entièrement dégradée ou factice. Elle paraît une imposture. Même les centres-villes des vieux villages sont maintenant tous les mêmes, avec les mêmes boutiques, etc. Et on a tous cette nausée, en fait, ce trop-plein de ce décor de théâtre dans lequel on nous fait vivre. En revanche, quand vous rentrez dans un écolieu, que vous allez dans un vieux village en vieille pierre, quelque part, où les petits vieux sont assis sur le banc et vivent pour de vrai leur contemplation, finalement, là, vous retrouvez quelque chose que les gens appellent l'authenticité.
qui n'est jamais que le réel en fait, la réalité. Et dans ces mondes-là, effectivement, les systèmes d'échange, il n'y a pas besoin de les réinventer, ils sont du domaine du don et du pacte. Ils sont sans cesse renouvelés par la relation. Ils sont labiles, effectivement. Ils sont pas gravés dans le droit, dans une table de la loi. Ils sont sujets au fait que les familles se cancrent ou se disputent. Ils sont sujets aux trahisons aussi, mais sans cesse renouvelés, avec une dynamique vitale dont tu parlais, qui est présente. Alors même qu'un contrat, il n'y a rien de plus mort en fait. Il n'y a rien de plus triste. Une monnaie de dette, il n'y a rien de plus triste. Donc je crois qu'effectivement, on est dans un discours nord-coréen, hein, assez d'accord en fait sur cette vision du monde. C'est que il est très enthousiasmant de constater que dans ces refuges, effectivement, les types d'échanges sont plutôt du domaine du pacte temporaire, labile, sans cesse renouvelé, et du don, du contre-don, et de cet ordre de choses-là, qui désinvestissent d'autant, si on devait le quantifier dans le monde de la quantification, c'est un désinvestissement quantitatif massif du système dominant. Et donc, c'est son effondrement. Donc finalement, je crois que les types d'échanges qui vont avoir cours dans le monde qui vient et dans le monde qui est déjà sont un des principaux agents de la fin de l'idéologie totalitaire et du monde tel qu'il était. Voilà. Est-ce que tu veux faire une petite phrase de conclusion, Michel ? Non, je te laisse le mot de la fin. Après tout, il faut que j'aille me coucher. Et les vieux, il faut aller les coucher à un moment donné. Mais cette image de la spirale est pour moi cette belle image, c'est-à-dire comment c'est à partir de l'arché, de ce qui est fondamental, qui est en train de se créer un nouvel échange. Et je pense que cet échange est en jeu actuellement. Alors, c'est à nous de le reconnaître et de savoir l'accompagner. Et moi, j'ai compris toute ma vie, mon travail, ça a été cela, hein, c'est-à-dire non pas imposer par en haut une dogmatique, un système pseudo-scientifique, je ne crois pas aux sciences humaines et sociales, mais par contre une vraie connaissance. J'ai appelé cela une connaissance ordinaire. Connaissance, c'est cum nacere, naître avec. Et naître avec ce qui est, on est parti de ce mot, banalité, la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Pour moi, c'est cela le réel. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Michel pour ce bon moment ensemble sur la ruse, la duplicité, la banalité et les résonances que ça peut inclure. Je crois que ça laisse pas mal de lecture à nos téléspectateurs, pas mal d'espoir aussi. Je crois qu'on est assez joyeux tous les deux à l'idée de ce qui est en train d'arriver et que finalement c'est une chance. La crise est une opportunité qui nous est offerte et je le dis assez régulièrement. Je pense que on peut être un observateur, mais il faut être dedans, il faut être dans le monde et dans le mouvement du monde, il faut être en résonance avec lui. Et ça, c'est pas difficile. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ce serait un énorme travail, ce serait quelque chose de compliqué. Mais pour tous ceux qui ont posé le manteau de l'imposture, pour tous ceux qui ont déposé le masque, pour tous ceux qui ont lâché les scories de la matérialité, en fait, c'est extrêmement joyeux d'investir ce monde qui vient. Et nous sommes ceux que nous attendions. À nous de jouer, en fait. Merci à tous. Ciao, ciao.